Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire aujourd'hui une balade avec la 4L. Alors juste attendre parce que la semaine dernière avec Epoch Auto je n'ai pas vraiment eu le temps. Et je voulais surtout m'occuper de la 405 le week-end dernier. Et ses soucis de frein arrière. Mais voilà, et comme j'ai vu à la météo que la semaine qui va suivre, la neige va commencer à tomber. Si la météo annonce de la neige, c'est qu'il risque de commencer à saler les routes. Donc ça va être sûrement le dernier week-end où je pourrais m'en servir parce que dès que les routes sont salées, la 4L, je la mettrai en hibernation, ainsi que la 2 chevaux d'ailleurs. Alors, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je risque de souvent la comparer à la 2 chevaux parce que j'ai pas d'autres points de repère. Et vu que c'est du coup la première 4L où je me fais balader dedans, où je me fais balader, où j'ai eu l'occasion de me balader, c'est la première 4L que je conduis, voilà, je vais beaucoup comparer avec ma 2 chevaux qui, je le rappelle, est une 2 chevaux des années 50 avec un moteur de 2 chevaux 6. Donc voilà, je vais surtout la comparer avec elle, peut-être un petit peu aussi avec la 2 chevaux verte, mais bon. Surtout que la comparaison est intéressante vu que c'est un moteur de 30 chevaux pour la Renault 4 et 29 chevaux pour la 2 chevaux. Donc elles sont censées avoir 1 chevaux d'écart. Elle est censée avoir un cheval en plus pour 2 chevaux fiscales de plus. Mais bon. Et je vous ai ressorti la 360 que je n'ai pas ressorti depuis que je cachais mes plaques. Et c'est un petit peu ce qui me freinait dans le tournage de mes vidéos. Donc c'est pour ça que j'arrête de cacher mes plaques parce que avec la 360 je pouvais plus vous faire de plan extérieur en roulant comme je le faisais avant. D'ailleurs on l'a bien vu sur les vidéos de la 205 et du C15 que peut-être refaire un jour avec la 360. Voilà. Mais enfin voilà. Voilà, donc aujourd'hui vidéo consacrée à la Renault 4. Et je vous ferai peut-être je vous donnerai peut-être des petites nouvelles à la fin de la vidéo. Parce qu'il y a peut-être 2-3 trucs à dire dessus. Enfin voilà. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, je vous ai calé, je vous ai coincé dans le siège avec la ceinture. J'espère que vous n'allez pas trop bouger. Et en général, la 360 est la meilleure caméra pour les balades intérieures. Enfin moi je trouve. Allez. Alors déjà, c'est une voiture idéale pour la campagne, ça, il n'y a rien à dire, comme la 2 chevaux d'ailleurs. Si ce n'est qu'on peut un peu aller plus vite, évidemment, avec une 4L. Surtout dans les virages, parce que là, parce que même si elle penche un peu, tout le monde dit que ça penche comme une 2 chevaux, une 4L, bah en fait, non, ça penche pas autant qu'une 2 chevaux. Une 2 chevaux, c'est pire que ça. En même temps, c'est normal, la 4L est équipée de barres stabilisatrices à l'avant et pas la 2 chevaux, justement. Donc, une 4L, ça penche dans les virages, mais pas autant qu'une 2 chevaux.
ça peut être un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres, pour ceux qui aiment bien quand ça gigote. Après, point de vue confort, alors confort, instrumentation, bon bah on va dire que la 4L est meilleure, parce que le chauffage est de... Comme c'est un chauffage classique avec le circuit de refroidissement, et surtout un thermostat de maintien de température, étant donné que ce n'est pas un moteur à refroidi par air. Par contre, point de vue confort, mauvais point pour les sièges. Alors, ils sont bien, mais ils sont vraiment plus fermes par rapport à la 2 chevaux. Bon, moi, j'ai fini par m'y habituer, mais au début, putain, qu'est-ce qu'ils étaient raides. Alors après aussi, j'ai les sièges à tubulaire à l'ancienne de la Renault 4. Je sais pas ce que vaut les autres types de sièges. Mais bon, ce sont des trucs... Il n'y a même pas d'élastique comme la 2 chevaux en fait. C'est juste direct le tissu tendu dans le... sans élastique en fait. Alors du coup, l'avantage c'est qu'on est assis plus haut. Même si faut pas être trop grand parce que je suis pas loin de toucher le plafond non plus. Voilà, et du coup... Bon, par contre, un petit peu bruyante. Par contre, moins bruyante qu'une 2 chevaux, ça je dois le reconnaître. Mais la 4e est quand même assez courte par rapport à la 2 chevaux. Même si ça ne l'empêche pas de faire une meilleure vitesse de pointe. Alors ça, malheureusement, il faudrait que je vérifie avec mon téléphone. Parce que le problème, c'est que le compteur a un problème, c'est que l'aiguille à 100 km/h se coince, elle veut pas aller plus loin. Donc je ne sais pas à quelle vitesse maximum elle va. Mais bon, si ce n'est qu'à 100 km/h, c'est pas grave, parce que pour moi, c'est comme la 2 chevaux. C'est un véhicule dont il faut éviter de dépasser 90 km/h, parce que déjà, rien qu'à 90, le bruit est assez bruyant quand même. Donc, bah bon, et vu que c'est un vieux moteur Biancourt, et que je ne sais pas la fiabilité de ce moteur, je préfère éviter de trop insister dessus.
Alors la boîte de vitesse craque un peu, mais apparemment c'est propre au moteur Billancourt. Enfin aux boîtes qui associent les moteurs Billancourt là. Un moteur pas dégueulasse. Après la voiture est légère aussi. Mais par rapport à la 2 chevaux, frein moteur égalité, moi je dis. Voilà, comme je disais, là je suis en pleine descente et je freine presque pas, je suis juste un peu avant les virages. Alors au passage, frein à tambour peut-être à peine plus efficace que la 2 chevaux. Après en même temps la 2 chevaux, il faudra peut-être que je les révise ceux de la 2 chevaux, vu qu'il n'y a pas de rattrapage automatique. Et je sais que celle-là a été faite il n'y a pas si longtemps de ça, et que les freins ont été révisés entièrement, que le mètre-cylindre a été changé.
pas toute sa puissance. Le carbu doit être encore encrassé. Donc on se contentera que de route de campagne. Surtout que maintenant je peux bien monter les côtes. Maintenant que le problème de surchauffe est réglé, c'était le thermostat le problème qui devait avoir du mal à s'ouvrir. J'en profiterai pour le nettoyer complètement ce carburateur. Je comprends pas qu'il s'encrasse ça encore alors que j'ai beau changer le filtre. En plus j'en ai mis en me disant que peut-être que la pompe doit être encrassée également, la pompe à essence. J'en ai mis un aussi avant le carburateur. J'ai mis 2 filtres à essence en fait. Pas toute sa puissance, je sais pas si c'est le froid ou si c'est le carbu qui est encore encrassé. Déjà que j'ai dû le réouvrir pour le renettoyer, mais bon, je l'ai nettoyé au bord de la route là parce que ça devenait vraiment horrible. Alors elle tient bien la route, hein, mais faut pas non plus, c'est pas non plus une voiture de rallye.
braquage correct, même très bien. Aller dans une ligne droite qui grimpe un peu, on va voir jusqu'où elle va monter. Là ça va, elle est même pas montée à 90, là pourtant ça grimpe légèrement. Allez, là c'est une bonne ligne droite, on va voir à combien elle monte dans la côte. Faire mieux de 75. Mais bon, peut-être parce que le carbu est un petit peu encrassé encore une fois. Cet hiver, je vais bien le nettoyer. J'espère que ça ira mieux. Parce que là, pour l'instant, je l'ai juste nettoyé à la vite fait. Et puis je l'ai réouvert la semaine dernière, elle a réussi encore, les sillures du réservoir a réussi encore à aller dans le truc. Alors peut-être parce que j'ai pas nettoyé la cartouche d'origine. Il devait en rester encore dessus. Je vois que ça parce que le problème c'est que quand c'est plein de sciures dans la cuve de carbu, ça bouche le gicleur principal et du coup elle donne pas toute sa performance. La 2 chevaux monte à 65 dans cette côte. Donc là, elle fait quand même 10 chevaux de plus. Ça se trouve, en remarque, je dis qu'elle n'a pas de puissance, mais j'ai tellement l'habitude des autres véhicules qu'en fait, c'est tout simplement sa puissance maxi. Hein. Après, c'est vrai que dans les côtes, on ressent quand même le manque de puissance dans les côtes. Mais c'est pas aussi prononcé que la 2 chevaux, mais... Parce que sur du plat, quand même, elle a de meilleures performances.
Bon. J'espère qu'il n'y aura pas trop de flaques de boue. On va faire un petit peu de chemin de terre. Un peu plus loin, il y a un chemin de terre. Alors j'avoue que je ne l'ai pas encore testé en chemin de terre. Enfin si, une fois, mais le problème c'est que ça a été un fiasco à cause de l'allumage qui déconnait. Enfin la tête d'allumage qui... La tête, le doigt d'allumage qui déconnait. Là on va réessayer. Vu que la 4L est censée être une passe-partout comme la 2 chevaux, je vais vous dire la différence sur ce chemin de terre. Oh putain, il y a des flaques de boue, fait chier. Voilà, il y a les chasseurs. Alors c'est un petit chemin, hein, c'est pas non plus... Alors ça va, la suspension fait bien son travail. Enfin je veux dire, en ressenti, on ressent pas trop les cailloux, ça va. Donc la suspension fait bien son job. Ah ouais, pas si mal. Ouais, après le dépassement n'est pas non plus aussi bon que la 2 chevaux. Il y a quand même une petite limite. Voilà. Je parle pas de franchissement, je parle de confort. Ouais. C'est kiff-kiff au C15 quand même. Parce que la 2 chevaux est quand même plus confort sur ce chemin de terre. Mais on les sent pas. Mais c'est peut-être légèrement mieux que le C15, mais après niveau franchissement, c'est une voiture trop belle pour faire du franchissement, donc je n'irai pas non plus jusque là. Bon bah voilà, après c'est goudronné. Je vous avais dit c'était pas très loin. Mais c'était juste pour tester la suspension sur les cailloux. Bah ça va, hein, la suspension fait bien son job sur les cailloux. Autant sur les dodanes on les sent un peu quand même. Mais bon, elle a beau avoir une suspension à grand débattement, elle ne surpasse pas la 2 chevaux sur ce point-là. Après, c'est pour d'autres avantages.
un tour en Renault 4 demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Son coffre est très grand et on y met tout dedans. Elle peut aussi coucher dehors du Sahara jusqu'au pôle Nord. Elle tient la route, ça ne fait aucun doute. Elle est prête sans le moindre problème, c'est pour ça que je l'aime. Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Et sur tous les terrains, elle ne te refusera jamais, jamais, jamais rien. Elle ne te refusera rien. Bon ben voilà, alors ça a été peut-être plus court que d'habitude, mais j'avais pas vraiment envie de faire de la ville et de l'autoroute avec, enfin encore de la ville, si j'aurais pu en faire un petit peu, mais bon, je vous ai fait quand même quelques villages, mais en ville, c'est ni plus ni moins qu'une Dodge ou du 205, hein, franchement c'est agréable. Il y a juste l'embrayage qui est un peu chiant, mais, enfin c'est pas l'embrayage, c'est la boîte de vitesse qui est un peu chiante, mais sinon les rapports sont corrects. Enfin, l'étagement de la boîte est correct, quoi, pour la ville. Enfin, voilà. Après, niveau consommation, on va dire égalité avec la 2 chevaux, parce que je l'ai fait que 3 évaluations avec le plein. J'ai pu en faire que 3. Alors, le premier était à 6 litres 2. Non, 6 litres 1, je crois. Excusez-moi. Le deuxième était à 5 litres 8. Et le troisième, et aujourd'hui, là, je viens de refaire le plein. J'ai évalué 5 litres 9. Donc, la moyenne, c'est à peu près l'équivalent de ce que me sort la 2 chevaux en ce moment. Surtout que la 2 en ce moment tourne au 95-10, qui, pour une raison que j'ignore, fait baisser sa consommation à la 2 chevaux. Mais bon, c'est peut-être qu'une erreur de calcul de ma part. Allez savoir. Bon, je vais conclure en vous donnant des petites nouvelles des modifs que j'ai fait. Bon bah, par contre j'ai la calandre qui se fait la malle là, je sais pas pourquoi. Enfin bon, à regarder. Alors attendez. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu qui regardent pas les shorts, et merde, j'ai toujours pas résolu ce problème de barre capot. Bah tant pis, je vais faire comme d'habitude. Je prends la manivelle et je la coince dans le cric. Voilà. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Mais pourtant j'ai trouvé de quoi en refabriquer une. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas machiné. C'est comme les courroies d'accessoires. Là, bah vous voyez, elles s'effilent. Je les ai, il faut que je les fasse. Mais bon, c'est pour cet hiver quoi du coup. Ça s'assombrir hein, quand même. Oui, parce que du coup j'ai mis une deuxième filtre à essence là parce que j'ai le carbu malgré que j'avais beau le remplacer celui-là, ça s'encrassait quand même dans le carburateur, donc j'en ai mis un autre à l'entrée. Mais bon. Enfin voilà, bah écoutez, ce moteur, bon, à part le carbu qui s'encrasse va bien. Je lui ai changé son doigt d'allumage, ça va beaucoup mieux. J'aurais peut-être pu changer la tête de Delco, mais pour l'instant je trouve la tête de Delco entièrement, mais le problème c'est que pour Billancourt je trouve pas vraiment, ou alors j'ai pas assez cherché, mais bon, je regarderai une prochaine fois. Mais sinon le problème venait que du doigt parce que ça remarche mieux. Attendez, je laisse la voiture passer. Voilà. Si je voulais, pour ceux qui n'auraient pas vu le short où j'ai dû en parler, non j'en ai parlé dans une vidéo sur
Non, j'en ai parlé sur ma vidéo sur les sons de température et les mano-température. J'ai converti ma 4L à l'alternateur, hein, franchement. Moi, la charge me convenait pas du tout. Enfin, les résultats de la charge de la dynamo me convenaient pas du tout. Alors, je l'ai converti à la dynamo. N'importe quoi. Je l'ai converti à l'alternateur. Par contre, j'ai mis un alternateur à un régulateur intégré. Donc, celle des dernières versions, les dernières générations de 4L, quoi. Les supports n'ont pas changé. Par contre, si jamais vous voulez faire la même chose sur moteur Billancourt, il faut retrouver la patte de réglage moteur Billancourt. C'est pas du tout la même que les dynamos. Moi, j'ai réussi à retrouver, mais enfin voilà, parce que la patte de la dynamo n'a rien à voir. Et c'est pas non plus le même que le clé en fonte. Ça n'a pas la même forme. Donc voilà. Du coup, en modification, alors j'ai essayé de conserver le plus possible le faisceau électrique. Donc, comme j'ai pu, alors je voulais éviter de changer les cosses. Donc c'est pour ça que vous voyez un peu de scotch partout là, parce que par exemple là c'est la sortie puissance. Heureusement qu'il était compatible avec celle de l'alternateur. Par contre la masse de la dynamo n'était pas compatible. J'ai dû la coincer. Après elle n'est pas si nécessaire, mais c'était pour éviter qu'un fil se balade. J'aurais peut-être pu m'en servir pour une autre fonction parce que ouais, je sais pas pourquoi ils ont tiré un fil de masse. Sûrement qu'il y a peut-être une mauvaise liaison de masse entre le moteur et la caisse avec les cils en bloc, je sais pas. Enfin voilà, bon par contre j'ai laissé en place le régulateur parce que c'est toujours le régulateur de la dynamo, mais parce qu'il me sert de répartiteur, il me sert de dérivation pour les fils électriques. Alors par contre elle n'est plus en service, elle ne sert plus. Hein. Le fil de l'excitant sert maintenant à allumer le voyant de l'alternateur qui était là. Et puis j'ai branché le fil de sortie directement sur le plus direct parce que une dynamo c'est un moteur, donc si vous branchez une dynamo sur un plus direct, ça va faire ça va faire dynamo démarreur comme les avions. C'est-à-dire que la dynamo va se tourner plein pot et du coup, normalement sur une dynamo, voilà, le régulateur fait également office d'anti-retour pour empêcher que la dynamo fasse moteur et qu'elle ne fasse que charge, quoi. Donc c'est pour ça le plus est branché du coup en direct sur le plus du réseau. Et ainsi particularité des alternateurs de 4L à régulateur intégré, c'est qu'il faut rajouter un plus après contact. Donc moi je me suis repris directement sur la bobine. Alors je sais pas si vous voyez bien avec la caméra, je me rends compte que je vous filme avec la 360. Donc je sais pas si ça vous fera de belles images avec ça. Enfin voilà, sinon j'en reparlerai dans une vidéo. Donc ça va beaucoup mieux depuis que j'ai changé le thermostat, c'était vraiment ça le problème. Pour ceux qui n'auraient pas vu le short. Voilà, et comme je le disais, j'ai changé le vase d'expansion. Du coup, sur mes 3 Renault, j'aurai 3 fois le même vase d'expansion parce que putain, je voulais juste l'enlever pour le nettoyer. Ça l'a fissuré. Je sais pas comment ça se fait qu'elle s'est fissurée, mais c'était vraiment. Je savais que c'était fragile, mais à ce point-là. Je l'ai même pas cassé, je l'ai juste fissuré. Allez voir le short, je dois le montrer. Le short où je dis que les problèmes de surchauffe ont été réglés. Voilà. Enfin voilà, donc c'est ça. J'ai une vidange à prévoir. Par contre, j'ai le joint du carter d'huile qui fuit vachement. Faudrait voir à remplacer ça aussi. Surtout que j'ai le voyant qui s'allumait en plein freinage.
pourtant je suis à un niveau correct. Mais bon, d'après la jauge. Alors à moins que... Ouais, je me demande si le clapet anti-enfoncement devrait pas être plus bas. Oh, je sais pas. Allez, j'arrive plus à viser le trou. Allez, voilà. Voilà. Bon, bref, ça c'est bon. Donc après, il y a les faisceaux de l'allume-cigare que j'ai rajouté également. Ça, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur les sons de température. Par contre, comme je voulais absolument modifier aucune cosse, c'est pour ça que vous voyez des scotch, parce que c'est principalement que des cosses rondes. Alors j'ai mis des écrous, des vis et des écrous à chaque fois pour faire la continuité. Là par exemple, c'est l'ancien fil de l'excitant qui sert à allumer le voyant batterie. Il fait que la continuité quoi. Mais bon. Oui, parce que avant le voyant en fait était branché directement en sortie de dynamo, parce qu'en fait une dynamo quand elle produit pas de courant, elle est négative, donc du coup ça allume le voyant comme ça anciennement. Ben maintenant comme sur l'alternateur il y a une cosse spéciale justement pour le voyant. J'ai fait la continuité exprès pour que le voyant continue à servir quand même. Après, petit défaut que j'ai constaté, j'ai roulé qu'une seule fois sous la pluie avec, et je me rends compte que l'eau pénètre à ce niveau-là. Alors il me semble qu'il devrait y avoir un morceau de caoutchouc ou de je sais pas quoi normalement pour fermer le joint de pare-brise, mais je sais plus comment ça s'appelle. Si vous pouvez me le dire en commentaire comment ça s'appelle, ou alors tant pis, je mettrai simplement du mastic noir à ce niveau-là, parce que j'ai la flotte qui rentre à ce niveau-là, mais à part ça, j'espère que c'est tout ce qu'il y avait. Check. Après, ouais, je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Ouais. Une bonne vidange aussi, ça lui fera, parce que je ne sais pas quand elle a été faite. Juste pour voir si ça vient de ça, il faudrait aussi que, même si l'ancien proprio m'a dit qu'il l'avait fait, enfin, ouais, que son mari l'avait fait faire, je vais quand même changer encore une fois l'huile de boîte pour voir si les bruits de craquement s'améliorent ou pas. Mais bon, on verra ça. Donc je pense que malgré qu'elle va être en hibernation, je vais quand même faire un peu d'entretien. J'ai toujours pas fait de vidange dessus, mais... Et en plus, est-ce qu'ils ont mis de la bonne huile? Parce qu'apparemment, dites-le moi en commentaire, mais d'après la notice d'utilisation que j'ai dans la voiture, c'est de la 2050 qu'il faut pour ce moteur. Alors la 2050, c'est ce qu'on met normalement dans la 2 chevaux qu'en été, pas en hiver. Mais apparemment, elle, c'est toute l'année à la 2050. En même temps, pour un moteur de conception des années 40-50, peut-être normal. Et puis en plus, d'après ce que j'ai vu, je me suis renseigné pour le jaune Carter, il est en liège, donc il faut peut-être de l'huile assez épaisse pour les joints en liège. Ça se trouve, il est encore d'origine, le joint de Carter. En même temps, d'après la proprio, c'est son kilométrage d'aujourd'hui. Elle a jamais fait le tour complet du compteur, ce qui peut expliquer sa conservation. Donc, ce qui me paraît quand même vraiment excessif. Une voiture qui n'aurait fait que 18 000 km en 50 ans. En 52 ans quand même. C'est qu'elle aurait vraiment été délaissée un bon moment. Hein. Après, je sais pas, peut-être un de ces quatre refaire les blacksons. Mais alors, je sais pas combien ça coûte de le faire par un professionnel.
Je sais pas. Ou alors de l'anti-gravillon à la bombe. Le problème c'est que je sais pas si je dois d'abord enlever l'ancienne. Alors si je dois faire ça, j'aurai jamais la place pour le faire. Enfin voilà. Ah si, un petit truc que j'ai oublié de vous dire. Parce que ça craignait vraiment, surtout au début quand j'avais mes problèmes d'allumage. Je m'arrêtais souvent sur le bord de la route pour essayer 2-3 réglages et c'est vrai qu'il y avait un truc qui manquait vraiment dans cette voiture, c'est des feux de détresse. Donc j'ai trouvé un bouton pas tout à fait de la bonne couleur, mais bon, au moins c'est un bouton compatible à la 4L. Voilà, j'ai installé ça, j'ai adapté au faisceau d'origine. Bon, j'aurais peut-être pu vous le filmer ça, mais le problème c'est que ce jour-là j'avais vraiment pas tout ce qu'il me fallait. En plus, j'ai dû faire avec ce qui me restait. J'avais presque plus de cosse. Bon, après une fois que j'en ai commandé, j'ai pu refaire, mais bon, c'était un peu galère. Surtout que je voulais éviter de démonter cette planche de bord qui est assez complète. Donc je vous raconte pas la galère pour se raccorder derrière le commodo de clignotant. Surtout que derrière le commodo de clignotant, c'est super. Il y avait des cosses de libre, pas besoin de rajouter des cosses voleuses, ni de cosses qui repartent. Voilà, et par contre, la centrale qui est assez particulière là-dessous. Elle est carrée, d'habitude c'est rond, une centrale de clignotant, mais là-dessus c'est carré. Enfin voilà. Voilà, donc et le mano température aujourd'hui a même pas dépassé 90 degrés. Donc et en descente pas en dessous de 80, donc le thermostat fait super bien son boulot. Il n'y a rien à dire. Voilà. Bon. Et en fait, le dernier voyant rouge ne servait à rien. Donc du coup, je m'en suis servi pour les feux de détresse. Alors vous voyez qu'il y a le voyant vert du clignotant et le voyant rouge des feux de détresse. Bon, par contre, c'est une centrale qui clignote en fonction de la tension de la batterie. Donc plus la tension est élevée, plus ça va clignoter vite. Et encore, je suis pas sûr que ce soit une centrale prévue pour supporter 4 ampoules. Mais bon, ça marche quand même. Parce que, regardez, il y a la différence juste avec les clignotants. Mais bon, sinon ça marche. Ça clignote pas vite, mais ça marche. Sinon, il faudra prévoir changement de centrale, mais si c'est juste avec les feux de détresse que ça clignote doucement, c'est pas grave. Au moins, ça marche. Ouais, c'est vrai que les feux de détresse, c'était qu'obligatoire qu'au milieu des années 70, et vu qu'elle est du début des années 70, pareil, les clignotants blancs, toutes les voitures ont les clignotants blancs à l'avant, si on regarde bien, dans les années 60. Après, il est vrai que quand je suis en feu de position, c'est pas évident de distinguer la différence entre les... même si c'est des ampoules 5-21 watts, des ampoules qu'on utilise maintenant pour les feux stop et feux de position. Mais c'est vrai que c'était pas très évident. Ouais. Je sais pas si vous allez le voir, mais bon. Mais bon.
Ah, au fait, un petit truc que j'ai peut-être oublié de vous donner en nouvelle, c'est les pneus tubeless. Alors, sachez que c'était déjà monté en pneus tubeless quand il y avait les chambres à air, mais ils ont mis des chambres à air avec des pneus tubeless. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, j'ai pas changé les pneus, on a juste déjanté pour enlever la chambre à air. Et au final, même sur les jantes arrivées, ben, ça tient très bien, hein. On a vérifié la pression, je n'ai jamais eu à regonfler le pneu arrière. Donc au final, ces jantes fonctionnent très bien avec des pneus tubeless sans chambre à air. On met des valves à la place du trou de la chambre à air. Alors prochaine fois que je changerai les pneus à l'avant, je les ferai également convertir sans chambre à air, c'est-à-dire garder les pneus. Mais bon, c'est des pneus, même si c'est pas vraiment des pneus de qualité, pneus Kelly ST, ils ont mis dans les anciens proprios, ils font parfaitement le taf. Ça va, et ils s'usent pas, ils ont pas l'air de s'user trop rapidement, donc. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous donner des nouvelles de mon expérience sans chambre à air. Bon, je suis encore à chambre à air sur les roues avant, mais si jamais la chambre à air crève à l'avant, ou si j'ai un pneu à changer, je pense que j'enlèverai les chambres à air aussi aux roues avant. Voilà. Enfin voilà, bon ben voilà, ça va être je pense tout pour aujourd'hui. Je vais conclure cette vidéo là-dessus. Donc si ça vous a plu, mettez un gros pouce bleu comme d'habitude, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et si ça vous a plu. Et je vous dis du coup à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.